Alors, on est au Vidéoclub de la Butte avec Double Danger, compositeur de Evil Dead Burn, donc un binôme de Français à la tête de la BO d'un des films d'horreur les plus attendus de cet été. Aujourd'hui, on est le 30 juin, on est à 3 jours de l'avant-première au Grand Rex, on est à 8 jours de la sortie en France. Exact. Vous êtes dans quel état d'esprit ? Moi, perso, j'ai l'impression que c'est seulement maintenant que ça commence à devenir réel, quoi. Enfin, pendant toute la post-production du film, je sais pas, c'était peut-être par protection, mais je réalisais pas vraiment qu'on était en train de faire la musique de la saga Evil Dead, quoi. Donc, je pense que oui, c'était un mécanisme pour me protéger, vraiment, pour qu'on se sente parfaitement libre et qu'on se lâche à 200% pour ce film qui manque pas d'être généreux à plein d'égards. Et à la musique, pour le coup, on a mis potard à fond. Mais là, avec la sortie du film, je commence à voir un peu toute la promotion qui s'enclenche et tout. Et là, ça se matérialise enfin. Et je commence à comprendre qu'on a fait le 6e opus de la saga, quoi. Du coup, il y a quand même plusieurs aspects dont il faut parler. C'est que votre deuxième bande originale aussi, c'est ça ? C'est ça, ouais, deuxième long métrage, quoi. Et déjà un gros bazar hollywoodien comme ça. Ouais, tout est allé assez vite. C'est vrai, on n'a rien compris, quoi. Mais bon, que ça continue comme ça, hein, on est prêt. Hein. Très bien, du coup, on va retracer un petit peu cette trajectoire-là. C'est ça qui est intéressant. Vous avez 2 expériences de film, 2 avec le même réalisateur, une en France, une aux États-Unis. Vous avez fait un des films les plus importants dans le paysage horrifique de ces dernières années. Et là, vous arrivez avec une des plus grosses hypes de l'été. Et du coup, on démarre avec le pain. Le pain, puisqu'ici, nous, on fait des petites recettes. On connaît, tu rigoles. Des recettes des films qui font l'actu façon Club Sandwich. Et donc, on essaye de déterminer ce qui fait l'ADN d'un film. Alors là, on va le faire à travers le prisme de la musique. Donc, c'est la première fois qu'on fait ça. On va voir un petit peu à quoi ça ressemble. Il se trouve que j'ai vu le film. Donc, on va pouvoir parler concrètement de ce qu'il y a dedans. Et donc, pour le pain, on va démarrer par la base, le point de départ. Là on démarre avec Vermine. Est-ce que vous vous sentez de le pitcher, celui-là ? Alors, ok, let's go. Je vais d'abord le pitch, mais ça parle de Caleb, le personnage principal joué par Théo Christine, qui est un peu collectionneur d'animaux et insectes tropicaux et qui décide de ramener une araignée chez lui, l'Heteropoda maxima. Et mauvaise idée, il la met dans une boîte à chaussures, mais évidemment l'araignée s'échappe et elle commence à pondre, faire des petits. Ça commence à envahir l'immeuble et en fait, tout le monde se retrouve en quarantaine dans cet HLM et l'invasion prend de plus en plus d'ampleur. Les araignées grossissent au fur et à mesure et ça devient un vrai tunnel de l'enfer. Et il y a des araignées partout dans cette tour, du coup, dans laquelle ils sont enfermés. C'est un cauchemar pour plein de gens et surtout, c'est devenu une référence hyper vite. Que ça fait quoi, 2 ans que c'est sorti ? C'est 2023, donc presque 3, quoi, fin 2023. Ouais. Ça fait 2 ans et demi qu'on ne me parle que de Vermine, je crois. Ouais, mais en même temps, il n'y avait pas énormément de films d'araignées jusque-là. Enfin, la référence que tout le monde avait en tête, c'était Arachnophobia, et c'était dans les années 90, et personne n'avait vraiment réussi à renouveler le genre, quoi. Et je trouve que Sébastien a réussi à le faire avec brio, et beaucoup de modernité, quoi. Sébastien Vanitschek, dont c'est le premier long métrage, et c'est pas vraiment votre première collaboration à proprement parler, puisqu'il y avait déjà eu des touches avec lui auparavant. Est-ce que vous voulez en parler un petit peu ? Moi, disons que je l'ai connu au lycée, quoi. La toute première fois que je l'ai vu, je crois que j'allais voir son groupe de métal qui jouait dans la cour, où ils étaient tous maquillés, lui était maquillé en vert. Et en gros, il me racontait qu'il faisait des petits courts-métrages avec ses potes cascadeurs et tout. Et il se trouve que j'étais un peu le seul gars qui faisait de la musique. Donc j'étais là, vas-y, si t'as un projet, je suis chaud d'essayer de mettre tout ça en musique, quoi. Et on a fait d'abord des courts-métrages dans les jardins de potes et tout, vraiment à l'arrache totale avec 0 thune. Et puis petit à petit, il a fait un petit chemin en festival. Je crois que le premier vraiment officiel, c'était Mayday. Ensuite, ça a bien marché en fait. Ouais. Je pense que quand tu l'as fait, t'es pas rendu compte vraiment du parcours et tout, mais non, surtout que ça a mis du temps, quoi. Après coup, j'ai retracé le truc et tout, et je l'ai vu dans vraiment plein de festivals assez importants, et il me semble même qu'il était présélectionné aux Oscars de manière. Il y a eu une histoire de shortlist et tout, ouais, j'ai rien compris, quoi.
Et après ça, ouais, il a essayé de professionnaliser encore un peu plus, donc d'aller chercher des subventions et tout. Et c'est là qu'il a fait Crow, qui est l'histoire d'une chienne qui est entraînée au combat. Et on suit un peu son parcours, un peu à sa hauteur, avec son maître qui est extrêmement violent. Et c'est un film qui était déjà très intense. Et, et à côté de ça, il a participé au Mobile Film Festival et tout. Et c'est là qu'il s'est fait repérer par Harry Torgman. Et Harry Torgman lui a dit bah, écoute, développe-moi une idée, j'ai envie qu'on travaille ensemble. Et c'est là qu'il s'est dessiné Vermine. Et ensuite, tout est allé hyper vite, quoi. Vermine, justement, c'est aussi là que vous devenez officiellement un duo, parce c'est ça. On va surtout parler de vous, du coup. Vous devenez officiellement un duo au moment de Vermine. Comment, à quel moment vous vous dites que votre association, c'est une bonne chose pour servir ce film-là? Bah, ça vient de toi, du coup. Ouais, bah, c'est vrai que j'avais fait aussi la musique d'un de tes courts-métrages qui s'appelle Je sais pas. Et notre première interaction, enfin, déjà on avait tourné ensemble, on avait chacun nos groupes respectifs, donc on se croisait sur des dates. Et la première interaction, c'est vraiment sur cette BO là, de Je sais pas, où pour le générique de fin, t'avais remixé un de mes titres, le titre de l'intro. Et là, en fait, c'est la première interaction pour de la musique à l'image. Et en fait, humainement aussi, on a vraiment plein de points communs. Et Xavier a une approche un peu plus rock que la mienne. Il travaille beaucoup plus avec des artistes que moi. Pas spécialement dans la musique à l'image, quoi. Mais, non, c'est toi qui viens plus de la musique à l'image. Et en fait, il y avait une différence d'approche qui était hyper complémentaire. Et je me suis dit que c'était... quand le projet Vermine est arrivé, instantanément, j'ai dit à Xavier, viens, on va parler à Seb. Et en fait, ça a tout de suite matché. Le côté plutôt... Enfin, pas chanson, mais le côté musique peut-être plus structuré. Et toi, l'approche plus visuelle de la musique. Et du coup, c'était ce mélange-là, les textures, les choses qu'on faisait différemment qui se sont mélangées pour ce film. Ouais, et ça s'est révélé être un atout vraiment essentiel quand tu bosses sur des projets aussi gros que Vermine ou Evil Dead Burn, avec des deadlines très serrés, où ça te permet de pas rester cloisonné dans ton tunnel avec tes certitudes et de tout de suite échanger quand tu fais la musique d'une scène. Celui qui est derrière toi peut te dire tout de suite bah non, tu te plantes totalement, c'est de la merde, ou alors justement c'est génial. Et en fait ça nous permet de trancher et d'avancer très vite, et on s'apporte mutuellement des visions différentes, parce qu'il n'y a pas une seule vérité, il y a 1000 vérités pour mettre en musique une scène, et c'est hyper enrichissant du coup de faire ça à deux, quoi. Du coup vous êtes arrivé sur le film, enfin c'est pas que vous êtes arrivé sur le film tard, c'est plutôt que le film s'est fait très vite, j'ai l'impression. À partir du moment où il y a eu le go, finalement, vous avez commencé à produire des choses et ça s'est fait assez rapidement. En tout cas, la première livraison s'est faite assez rapidement. Si je dis pas de bêtises, ça doit être quelque chose comme novembre-décembre à septembre suivant. Même pas, je crois. Je crois que c'était genre avril, fin mars, début avril, les premières images, mais qui n'étaient pas du tout montées. Oui, donc beaucoup plus resserré que ça. Voilà. Et après, en 2 mois et demi, je pense que c'est entre mai et juillet qu'on avait tout fait, quoi. C'est ça, ouais. Parce qu'il y a beaucoup de musique en plus dans le film. Ouais, 1h10, un truc. 1h10 de musique, ouais. Et du coup, vous avez développé une méthode un peu particulière, vous vous êtes imposé un peu un cahier des charges, et je crois qu'il y a aussi une ambition de... Il y a toujours une direction artistique, évidemment, mais vous avez un peu fabriqué un processus de contrainte, de choix très fort, qui était complètement adapté à la démarche de Vermine. Ouais, bah je pense que ça vient aussi de Sébastien qui parle des instruments qui l'intéressent ou pas. Et puis aussi, nous, par rapport au décor, par rapport à ce qu'on veut représenter à l'image, on fait des tests, quoi, et des choses qui fonctionnent pas. Là, par exemple, le côté rythmique, on l'a complètement, pour Vermine, pas du tout utilisé parce qu'il y avait... Il n'y a pas de percussion du tout. Non, parce que les araignées, elles ont une façon de se déplacer avec les pattes qui est pas rythmique, qui est complètement aléatoire. Donc du coup, on allait avoir des sons rythmiques aléatoires par-dessus notre musique. Donc ça pouvait pas marcher avec des percus, des choses comme ça. Donc voilà, c'est aussi il y a une démarche de réflexion sur le film et quels sont les sons qui vont
du coup, pour ça, vous avez choisi des gammes particulières, vous avez resserré autour d'une gamme particulière? En fait, même en dehors de l'aspect purement théorique, musical, Seb, il aime bien conceptualiser ses BO, quoi. Et c'est quelque chose aussi qui nous tient à cœur, c'est d'entrée de jeu, éliminer vraiment tout ce qui est superficiel, vraiment resserrer le nombre de jouets qu'on a à disposition pour composer la musique du film. Et là, très vite, on a fait un rapport entre le fil de l'araignée et les instruments à cordes. Donc on s'est dit, on va faire uniquement une BO à partir de cordes, donc frotter, pincer, tout ce que tu veux. Et en particulier, on a beaucoup utilisé un petit instrument qui s'appelle une guitare lélé. C'est mi-chemin entre une guitare et un ukulélé. Et en fait, on voulait un instrument un peu petit, un peu bizarre pour caractériser les araignées. Et vraiment, c'est un instrument qu'on a essayé dans tous les sens. Et puis on s'est rendu compte, en fait, juste qu'en passant un mouchoir sur les cordes, ça faisait un espèce de son d'une bête qui souffre. Et on s'est dit, c'est génial, on va partir là-dessus. Et puis vraiment, on allait chercher un peu tous les sons très organiques qui pouvaient rappeler les insectes. Et on a commencé autour de ça, quoi. Mais je trouve ce qui est intéressant, c'est de se mettre un cadre directement. Et c'est ce qu'on a fait sur Vermine. Vous avez fait plein de petites vidéos là-dessus après le tournage sur votre Insta et tout, qui sont assez ludiques et tout, c'est très cool. Justement, ça permet de bien se rendre compte de comment vous avez réfléchi et fabriqué ces sons-là, comment vous les avez traités derrière. J'ai l'impression que tout le monde a été un peu pris de court par la trajectoire de Vermine, c'est-à-dire entre le moment où c'est parti, le moment où vous avez livré et le moment où vous vous êtes retrouvé au festival de Venise. J'ai la sensation que personne ne réalisait vraiment ce qui était en train de se passer autour de ce film-là. Et derrière, de septembre à décembre, c'est-à-dire jusqu'à la sortie, une espèce de moment un peu suspendu où il y a les derniers ajustements. Ouais. C'est ça, et puis en fait ça commençait très très vite en fait, parce qu'on avait terminé du coup la post-production en juillet, on a livré les dernières musiques fin juillet je crois, et pendant qu'on livrait les derniers sons, on a eu cette surprise de la semaine de la critique de la Mostra de Venise, qui a eu un coup de cœur sur le film. Qui n'était pas terminé en plus, ils l'ont vu avec des scènes pas terminées. C'est ça. Et une BO pas terminée d'ailleurs. Et une BO, il y avait des choses qui étaient pas totalement sans doute, je me souviens plus exactement. Il y avait au moins des synchros pas définitifs. Exact. Notamment la fin, Et du coup, ça a été une grande surprise, parce que de base, Seb voulait le présenter à Toronto, mais ça s'était pas fait. Et en fait, la Mostra est venue entre-temps. Et pour un film d'horreur, on s'attendait à tout sauf à ça, quoi. Enfin, c'était vraiment une grande surprise. Et puis en plus, la directrice de la semaine de la critique, ils voyaient un message politique qui résonnait très fort pour eux. Donc c'était assez magique, quoi. On a terminé fin juillet et en septembre, on se retrouvait d'un coup sur le Lido, tous en costume, tout fraîchement sortis de la post-production, direct avec la première projection internationale de Vermine. Et ensuite, sont les suivis, le festival d'Austin, l'étrange festival en France. Ouais, CJS. Il y a un très beau parcours. C'est-à-dire qu'on a l'impression que le monde entier a vu ce film avant la France presque. Avant la sortie. Ça c'est fou. Il y a une espèce de buzz qui s'est mis en place comme ça, qui a été pour le coup très bien calibré, très certainement par l'équipe du film, mais aussi il y a une espèce d'aspiration par la communauté horrifique qui a tout de suite vu dans cet objet un truc hyper ludique, hyper habile, quoi. Ouais, moderne, je sais pas, et puis généreux, quoi. Enfin, Seb, il veut vraiment faire penser ses films comme une attraction à sensation forte, et je trouve qu'il a réussi avec brio sur Vermine, quoi. C'est très réussi. La plus grande fierté que vous ayez sur Vermine, au final, s'il y a un truc que vous gardez, que vous avez envie, que vous avez emporté sur la suite, ou est-ce qu'il y a quelque chose que vous retenez de ça? Moi, je sais pas, j'ai jamais trop réfléchi à la question, mais je dirais instinctivement la scène du couloir, qui est une longue scène où je crois qu'on a une track de 9 minutes, qui est très très progressive. Voilà. C'est l'image qui reste, j'ai l'impression, dans l'esprit de tout le monde. Ouais, et puis c'est vraiment le démarrage ce qu'on appelle le tunnel Vanitschek. C'est vraiment cet instant dans le film qu'on retrouvera très vite. Plutôt que prévu encore par rapport à Vermine sur Evil Dead Burn. Le tunnel commence très tôt. Je pense qu'on peut définir le tunnel Vanitschek. Oui. Le tunnel Vanitschek, c'est vraiment le moment clé dans le film où ça commence à partir en couille et ça s'arrête plus jamais jusqu'à la fin.
Et ouais, donc je dirais la scène du couloir. Franchement, j'en suis hyper fier, mais en même temps, on est aidé par une scène, un montage, une réalisation qui est terriblement efficace. Donc c'était. C'est ce moment où tout match, quoi. Ouais, voilà, c'était très instinctif de faire la musique là-dessus. Mais je sais pas, toi. Si moi, j'aime bien l'ouverture aussi. Moi aussi. Il y a le moment où ça, c'est cool. La scène dans le désert. Ouais. Et puis en fait, comme il y a ce moment où tu le regardes et quand ça commence, que la musique elle rentre, tu te fais ah c'est cool, elle est là, tout va bien. Tu sais, il y a aussi un truc un peu de, ça rassure, tout marche. Et je pense, du coup, ça me rappelle des moments où quand on a vu les premières projections. Quand t'es arrivé ce moment-là, c'était un peu ça y est. T'as un peu la gorge serrée, t'es stressé et ça part. Ouais. Ce qui est bien aussi dans cette intro, c'est qu'on sait pas encore où on va exactement. C'est-à-dire qu'on n'a pas forcément les clés pour voir où le film nous emmène. Et c'est vrai que ça marche. Et en même temps, il y a une palette d'à peu près tous les sons du film. La transition avec Laylo et tout, elle était kiffante à faire. Il y a tout ce moment-là que j'aime bien. Parce qu'en plus, Sébastien aime bien mettre des morceaux assez identifiés, plutôt urbains. Ouais, bien sûr. Donc il teinte vachement ses films aussi de ça. Et est-ce que c'est difficile de trouver l'équilibre justement dans l'ensemble de la bande originale avec ces moments très marqués? Après c'est de la musique qu'on écoute aussi, donc c'est presque plaisant de pouvoir se lier à ces titres-là. Ouais. Et puis c'est une vraie démarche qu'on fait aussi nous. D'aller au plus près des titres pour qu'on se mêle au mieux, quoi. Ouais, en termes de tonalité, en termes de texture. Très conscient des titres qui sont insérés pour bien être avant et après pour que ça se lie au mieux, quoi. Bon, va falloir qu'on parle d'un truc, une petite anecdote rigolote qu'on a vécue ensemble, mais moi je voudrais qu'on parle des derniers exports, en fait. Je suis désolé, parce que c'est l'anecdote que je préfère au monde. Ouais. C'est vrai. Et comment raconter ça? Vous êtes fait enfumer comme les araignées dans le film. Ouais, c'était la dernière journée, dernier après-midi où il nous restait le dernier titre à exporter avant les mix finaux du film. Il faut expliquer que les derniers exports, en gros, c'est des trucs, vous envoyez chaque piste une par une, c'est hyper laborieux. C'est un process très chiant, mais... Et qu'il faut vraiment contrôler parce que c'est le moment où on... c'est fini après. Voilà. C'est ce qui est mixé, et donc il n'y a plus de retour en arrière. Et puis bon, on était quand même sur une fin un peu pressée, parce que les derniers jours, je pense qu'on n'avait pas beaucoup dormi juste avant, parce qu'on avait beaucoup de choses à rendre, et que l'ordinateur va pas si vite que ça. C'est ça? Ouais, c'est exactement ça. Et notre voisin de studio a décidé de tester les canaux d'extraction. Plein de bienveillance. Oui. C'était dans une optique de sécurité. C'est ça. Mais il a craqué un fumigène dans le studio qui a rempli tout le studio en bleu. Alors oui, je pense qu'on fait pas ce genre de choses avec des fumigènes de footballeurs. Non, de base. Normalement. Oui, il y avait un côté Parc des Princes. Il avait que ça sous la main et c'était un fiasco en fait. Et ça a rempli tout le studio de l'air était irrespirable. Et puis on a pris les ordi, on est allé chez toi pour exporter. En sirotant des Hennessy citron. Vous étiez transparent. On n'était même plus dans du blanc, on était transparent. Ouais. Non, tellement de fatigue, vous étiez vraiment nulle part. Ça devait être terrible. Et genre vraiment, c'est de la fumée partout. Ouais. Donc il a fallu fuir. C'est rigolo parce qu'à ce moment-là, vous saviez déjà qu'il y avait une touche à l'étranger. Ouais. Puisque Sébastien vous avait déjà fait part de ces échanges avec un petit mec pas trop connu dans le milieu qui s'appelle Sam Raimi. Ce bon vieux Sam Raimi. Eh oui. Donc déjà, au moment où vous étiez en train de livrer les derniers exports pour la sortie en salle, il y avait déjà des discussions pour Evil Dead. Il commençait à se faire draguer gentiment par les studios. Il y avait déjà eu des rendez-vous même, il me semble. Mais puisque concrètement, ça s'était fait dans la foulée de South by Southwest et de la projection à Venise, si je ne m'abuse. Ouais, je pense. Ouais, c'est ça. Je crois que oui, au bout d'un moment, son agent lui a dit bon Seb, t'as des demandes de partout, il faut que tu te déplaces à Los Angeles. Donc on lui a proposé tout un tas de projets divers et variés. Mais il y avait ce petit Sam Raimi qui lui a dit ça te dit, on se fait un petit dîner et on discute. Et visiblement, d'après ce que nous a raconté Seb, il a tout de suite posé des questions hyper techniques. Je crois que la première question, c'était comment t'as fait pour les caméras dans la scène de la salle de bain. Vermine, il y a toute une scène où il y a Sofia Le Zaffre qui se retrouve avec des araignées qui sortent des bouches d'aération, qui paniquent totalement, puis se retrouve à 4 dans la salle de bain. Et en fait, Sam Raimi était très impressionné par toute l'anatomie de cette scène.
Et je pense que Seb, ça l'a tout de suite fait tiquer. Je fais, ah putain, en fait, il est vraiment purement intéressé par la technique et l'artistique. Et en fait, ils ont parlé pendant je sais pas combien de temps, et il a fini par dire, bah écoute, ouais, je suis chaud pour faire le prochain Evil Dead, évidemment, mais j'aimerais bien ramener mon équipe, et c'est même une condition. Il a imposé toute son équipe de post-prod. De Enfin, post-production, une très grande partie de son donc équipe de post-prod. une majeure partie, c'est-à-dire l'étalonnage, le sound designer et la musique. Donc instantanément, on a été embarqués dans cette... Puis même à l'écriture, ils ont écrit avec Florent Bernard. Aussi. Directement, c'est pas un scénario qui leur a été proposé, c'est vraiment un scénario qui vient d'eux. Ouais. Donc il y a vraiment toute l'équipe. Donc, au moment où vous avez envoyé les pistes, il y avait déjà l'embryon de Evil Dead dans la réflexion générale. On n'y croyait pas, vraiment. Non, mais c'est aussi ça qui est intéressant, c'est que il y a un enthousiasme, ça reste une perspective, et en même temps, d'un coup, c'est à la fois l'opportunité de retravailler avec un réalisateur qui vous a fait confiance et où vous avez des automatismes de travail, mais aussi la perspective d'aller se frotter à Hollywood, quoi. Ni plus ni moins. Toute autre configuration. Du coup, cet épouvantail un peu comme ça, là, dans le paysage, pendant combien de temps ? Presque 1 an et demi, 2 ans ? Avant d'avoir vraiment la certitude que ça ça a été long. Ça. Parce que mais même pendant qu'on le faisait, on était quand même... On n'avait pas la certitude qu'on le faisait, je sais pas comment on peut dire ça. Mais non, mais on se disait vraiment, au bout d'un moment, quelqu'un va nous taper sur l'épaule et faire arrêtez les gars, enfin, c'est n'importe quoi. Donc il y avait un espèce de syndrome de l'imposteur, mais que petit à petit qui s'est effacé, on a vite... Mais comme on travaillait en plus à Paris, au début tout seul, dans le sens où on était seul dans le studio et on envoyait nos sons au montage, et Seb qui était en Nouvelle-Zélande, on avait vraiment un sentiment d'être seul dans notre... livré à nous-mêmes. Est-ce que c'est vrai ? Je vous arrête tout de suite, parce qu'on va embrayer sur la suite du coup. Ok. J'ai l'impression que ça y est, on a glissé sur Evil Dead. Bon, Evil Dead 1, Evil Dead 2... Evil Dead, quoi. Regardez-les tous. Le 2 est considéré comme un remake par certains, par d'autres non, un épisode à part entière. Donc, il y a ça, c'est devenu un objet un peu particulier, c'est-à-dire qu'il y a la saga de Sam Raimi, il y a un remake officiel de Fede Alvarez, et ensuite c'est devenu une espèce d'objet où finalement Sam Raimi, Robert Tappert, l'équipe originale de Evil Dead confie la franchise pour devenir un exercice un peu personnel, quoi. Un exercice d'expression pour des nouveaux réalisateurs. Evil Dead, ou La mort diabolique, ou La nuit des démons, ou mon préféré, l'opéra de la terreur. Exactement. Ça commence à être un peu sexy. Du coup, je le pitch rapidos. Donc sorti en France en 1983, première sortie 1981 pour Evil Dead, du moins, pas celui-là du coup. Et ensuite des étudiants qui partent en vacances dans les bois et ils tombent sur le livre des morts, font n'importe quoi avec, globalement, et ça devient pas des très bonnes vacances, puisqu'ils se font dégommer par des deadites. Bon, on l'a compris, l'accueil de cette nouvelle de votre participation à Evil Dead, elle s'est faite un peu dans le temps, avec un truc un peu insaisissable, c'est-à-dire qu'on est dedans, et on sait pas trop si on est dedans, jusqu'à ce qu'on ait envoyé presque l'intégralité de la BO, en fait, non ? C'est ça. Là, je pense qu'on est dedans, il sort dans une semaine. Je crois que ça y est, je crois que c'est bon. Est-ce que vous aviez déjà un rapport particulier à cette saga ? Est-ce que vous la connaissiez ? C'était quoi votre rapport à Evil Dead ? Parce que ça évoque quelque chose, forcément, quand on vous approche pour ça. Mais c'est quoi la réaction initiale, au-delà du titre ? Moi, c'était d'abord, je crois, premier contact avec Evil Dead, c'est vraiment cette jaquette avec la tête de mort et ses yeux qui en ressortent, où je voyais... j'allais dans le vidéoclub de mon quartier, et vraiment, je passais devant cette pochette et je me disais, mais qu'est-ce que c'est que ce truc, quoi ? Ça a l'air terrifiant. Donc c'était vraiment un truc qui est resté ancré dans mon esprit jusqu'au jour où vraiment... c'est quand j'ai appris que j'allais faire la musique d'Evil Dead que tu m'as proposé de mater l'intégralité des films ensemble. Ce qu'on n'a pas fait d'ailleurs. Ce qu'on n'a pas fait. J'ai fini par regarder en fait les premiers Evil Dead de mon côté, quoi. On a regardé le premier avec Xavier. Rise, je crois. Ouais, c'est ça. Et voilà, donc j'ai découvert assez tardivement, quoi. C'était pas trop de ma génération, ou alors je voyais des extraits, mais je l'avais jamais vraiment regardé en entier, quoi. Donc j'ai vraiment eu le regard, comment dire, j'ai pas eu un regard d'enfant parce que j'ai regardé énormément de films d'horreur beaucoup trop jeune.
pour que ce soit autorisé. Et ouais, j'ai découvert ça assez tardivement et j'ai trouvé ça absolument génial, quoi. Enfin, et puis après, cette saga part tellement dans tous les sens, c'est un délire, quoi. En fait, ce qui est marrant, c'est que ce truc de se dire, genre, chaque film devient un véhicule pour un regard, pour un réalisateur différent. D'une certaine manière, Sam Raimi, il l'avait déjà fait lui-même. Il avait déjà expérimenté ça sur les 3 premiers, avec des dynamiques très différentes. Des budgets aussi très différents. Peut-être que ça conditionnait son approche à lui. Mais... et toi, du coup, t'avais un rapport à ça. Toi, t'es moins film d'horreur de base. J'aime bien ça, c'est pas ce que je regarde le plus. J'avais vu le premier, je dirais. Les autres, je les ai découverts là. Et moi, ce qui m'intéressait aussi, c'était de bien me rendre compte qu'est-ce qui était l'univers, les textures qui étaient utilisées pour les scores et aussi. Et puis, ce que j'aimais bien, c'était cette passion qu'ont les gens pour ce film. Il y a vraiment... il y a un véritable culte, quoi. Du coup, c'était hyper intéressant de devoir toucher à ça. Il y a un héritage de fou. Très fort. Et c'est difficile, j'imagine, de se projeter là-dedans, d'essayer de respecter le truc. Ce qui était bien, je pense, pour moi, c'est que j'avais pas ce côté culte. Donc, du coup, j'étais pas impressionné et avec une peur de toucher aux choses, quoi. De dénaturer l'objet. C'est ça. C'est dans un respect sain. C'est ça. Essayer de respecter ce qui était intéressant, essayer que ça soit présent pour les fans aussi. Et puis apporter de la nouveauté, quoi. C'était ça. Alors, le compositeur de Evil Dead a un nom qui a tendance à me retourner le cerveau dans tous les sens. J'ai envie de l'appeler par tous les noms. Doluca, voilà. Donc, Joseph Loduca. Comment vous avez appréhendé son travail? Est-ce qu'il y a des choses que vous avez récupérées pour nourrir votre approche à vous? Ou est-ce que c'était plus intéressant de faire table rase et de partir sur autre chose? On a repéré quelques parties qui nous intéressaient. En tout cas, on se disait que ça pouvait être... on pouvait faire une sorte d'hommage à travers ça. Il y a quelque chose qui revient régulièrement dans tous les Evil Dead, c'est le plan de drone. Je sais pas comment est-ce qu'il a un nom. Ouais, le cabin run, on peut appeler ça. C'est vraiment ce plan en POV avec caméra qui avance qui traverse. Ouais, et qui a toujours un peu en fonction des films, il a toujours un peu la même structure. Donc nous, on voulait faire le nôtre, quoi. Et puis oui, on a voulu faire un petit hommage au premier avec quelques notes de piano qui sont pas les mêmes, mais qui sont inspirées du motif original. Il y a une descente de piano qui nous a un peu servi de repère. Ouais. Qu'on voulait insérer pour le... Mais après, ce qui est cool, c'est dans le premier Evil Dead, c'est qu'il se permet déjà énormément de choses, en fait. Il y a aussi bien des sons de synthé chelous, que des cordes, que du piano, en fait. Donc, il y avait plein de petites textures à choper et à moderniser. Et il y avait un truc assez radical et aussi très ludique dans la BO, qui déjà nous offrait un terrain de jeu assez dingue. Et donc on n'a pas eu trop de mal à se l'approprier. Mais, ouais, c'était des bonnes bases, de bonnes origines pour commencer la réflexion. Je crois qu'ils l'avaient envoyé vers des briefs assez costauds, très orchestrés et tout, et que de toute façon ils avaient pas particulièrement la thune. Donc, surtout vraiment... à l'époque où pour le coup ça coûtait vraiment une blinde. Maintenant, aujourd'hui on peut très bien s'en sortir avec des plugins et tout. C'est vraiment un truc de laboratoire malgré tout et tout. Et en fait finalement c'était un petit peu quelque part ce que vous aviez fait sur Vermine aussi. C'est ça en fait. Bidouiller, quoi. Ouais, exactement. Puis de par les contraintes, réussir à transformer les contraintes en quelque chose d'un peu inventif. Et c'est là où tu trouves toute l'originalité. En fait, c'est quand tu t'interdis des choses et que tu as très peu d'éléments et très peu de possibilités de les twister, que là tu deviens vraiment créatif, quoi, dans ta façon de penser la musique, quoi. Et je pense que c'est exactement ce qui s'est passé sur Evil Dead pour le coup. Avant de rentrer dans vraiment le processus, ce que vous avez créé, du coup, il y a quand même une étape avant de fabriquer à proprement parler la musique. Il y a le contact avec le studio. J'imagine que ça doit être un peu effrayant. Concrètement, ça s'est passé comment? Enfin, vous avez continué à travailler en direct avec Sébastien, mais vous aviez qui comme interlocuteur en face? Est-ce que vous parliez directement au studio? Non, on parlait qu'à Seb, en fait. Ouais, qu'à Seb, vraiment. On a énormément parlé avant qu'il parte en repérage en Nouvelle-Zélande, quoi, parce qu'il est quand même parti 6 mois avant... Non, peut-être 4-5 mois avant de tourner le film. Donc on avait beaucoup de choses à verrouiller en amont à l'étape du script.
Et avec Seb, on a très vite déterminé la couleur, le type d'instrument qu'on allait utiliser, un peu comme pour Vermine, quoi. Pareil, se refaire une caisse à outils. Et après, non, tout s'est fait avec lui et le studio, les producteurs nous ont laissé assez libres, et on était les premiers surpris d'ailleurs, quoi. Jusqu'aux premières projets test où là on était un peu plus en contact parce que forcément tu as les retours des spectateurs, tu as un peu leur ressenti et tout, donc ça crée forcément des échanges. Il y a des trucs un peu marrants là-dessus, d'ailleurs, c'est par rapport au décalage horaire où vous vous êtes retrouvé dans des situations un peu particulières en fait. Ouais, complètement. Bah, ça, c'était le quotidien de Seb, pour le coup. C'est d'aller se coucher à 23h, d'être réveillé avec 45 mails le matin. Et là, pour le coup, les projets tests se faisaient à Los Angeles. Et on se tapait à chaque fois des 2 jours où il fallait vraiment tout livrer pour la version de montage qu'ils allaient projeter. Et pendant 2 jours, plus de nouvelles. Des fois, en composant des morceaux en 2 heures, tu vois, des scènes qui manquent à faire très rapidement. Donc le tout un peu dans l'urgence et vraiment on avait en général 2 jours de battement et le jour de la projo test en fait ça se passait à 3h du mat pour nous quoi, donc on allait se coucher vraiment tremblotant en se disant allez let's go, est-ce que ça va être la bonne et on se réveillait le lendemain avec un petit texto genre le débrief de la projo test avec le pourcentage de réussite et tout parce que c'est un truc qui marche vraiment au pourcentage et donc c'était assez particulier, quoi. Les projections test, pour expliquer, c'est comme son nom l'indique une projection test, mais donc du coup le studio organise des projections avec des panels de spectateurs afin de déterminer sur quelle cible le film réagit bien et parfois de corriger certains éléments du film, c'est-à-dire certaines séquences, parfois retravailler le montage, revoir certains personnages et potentiellement il y avait un monde, c'est là où il y a le stress, il y avait aussi un monde où le spectateur pouvait dire la musique c'est de la merde. C'est vrai. Exactement. Donc, oui, à la première projo, c'est vrai qu'on a attendu la note et les retours avec impatience, quoi. Ouais. Et on s'est rendu compte que les gens kiffaient la musique et là on était là, ok, c'est un peu le bulletin scolaire de mais complètement, c'est exactement la même chose, quoi. Juste une petite anecdote rigolote sur Joseph Leduca avant de switcher sur le film suivant, puisque je sens qu'on est en train de basculer déjà sur la suite. Joseph Leduca, il avait fait la musique du Pacte des loups. J'ignorais, mais voilà. Je savais pas non plus. Je trouvais ça rigolo, et en même temps, connaissant la passion de Christophe Gans pour le cinéma de genre, qu'il soit allé chercher Joseph Leduca ne m'étonne pas du tout. Mais c'est vrai, ça fait sens, ouais. Mais voilà. Du coup, oui, on bascule sur le film suivant. Et parce qu'il y a encore des petites choses à détailler, et on part sur Under the Skin de Jonathan Glazer, qui est un film absolument fou, qu'on va pitcher très mollement, parce qu'il ne faut pas trop en dire. Allez voir ce film, il est dingue. Scarlett Johansson est incroyable. On suit une femme qui déambule en Écosse, et qui semble un petit peu user de ses charmes pour apprendre des choses sur les hommes, et zip, pas beaucoup plus. Parce qu'il y a un vrai intérêt à découvrir le cœur du film. Complètement. Il y a des séquences complètement folles, et on a choisi ce film parce qu'il y a des séquences complètement folles qui sont mises en musique par Mika Levy, et la musique est dingue. Un des sujets du film, c'est la quête d'humanisation, ou en tout cas de compréhension de cette humanité-là, et c'est complètement le chemin inverse de ce que vous avez fait, vous, dans le film. Vous êtes parti de séquences qui sont parfois très organiques, ou en tout cas qui ont un écho presque de l'ordre du religieux, de la foi, et que vous avez dégradé pour mettre en image une espèce de possession, ou en tout cas de perte d'humanité. Mika Levy, c'est une vraie référence pour vous, je crois. Est-ce que tu veux en parler avant de détailler votre processus ? Complètement. Pour revenir déjà à ce que tu disais, c'est vrai que dans Evil Dead, il y a tout cet aspect de transformation avec Evil Dead Burn, où tu suis au début des gens parfaitement normaux, mais petit à petit qui s'altèrent de par leur personnalité, qui deviennent complètement démoniaques, complètement fous, qui jouent avec leur proie en utilisant des fois de l'ironie, puis en switchant complètement de personnalité. Donc il y a un truc, la transformation des personnages qu'on devait mettre en musique, qui était vraiment un aspect hyper intéressant. Et c'est là où on peut faire le parallèle avec Under the Skin, c'est que là pour le coup, on parle d'une femme qui s'empare des corps de ses victimes. Et Mika Levy joue avec ça, avec des sons vraiment mais complètement étranges. Enfin, j'aime beaucoup
cette compositrice parce qu'elle a une approche très punk de la musique et je sens qu'on se reconnaît un peu là-dedans. Nous aussi, on aime bien être un peu punk dans notre approche, enfin, vraiment casser les codes conventionnels de la musique en prenant des samples, en les mettant dans la disto et dans mille effets pour vraiment à la fois qu'on reconnaisse même plus trop l'instrument de base. Et en ayant quand même un son original, c'est pas de la synthèse ou des choses comme ça, quoi. C'est vraiment, elle part de son organique. Ouais, c'est ça. Fait aussi, c'est ça. Et il y a un autre aspect, moi, je rebondis comme ça, vous me dites si je suis nulle part. Pour le coup, Evil Dead Burn, c'est un huis clos. On évolue très longtemps dans cette maison. Une bonne partie du film se passe dans cette maison, et c'est aussi la création d'un espace qui est très concret, mais qui en même temps a un côté un peu qui se dérobe, puisque dans Evil Dead, il y a aussi des objets qui ont une résonance particulière. Là, ce qui est intéressant dans Under the Skin, c'est qu'elle aussi, sa musique sert à créer un espace, pour le coup, est très abstrait, et à la fois impalpable, et en même temps hyper vivant, justement, à travers ces trucs organiques, à travers ces sons organiques-là, qui sont un peu déformés. Donc il y a un écho assez intéressant entre les deux films. Vous ne traitez pas tout à fait de la même manière, et en même temps, il y a une espèce de logique en fait à mettre les deux films côte à côte, je trouve. Ouais, complètement. Il y a des scènes où je pense qu'on a fait légèrement un clin d'œil, des scènes auxquelles tu as participé d'ailleurs, où il y a vraiment une des scènes qui a failli valoir une interdiction au moins de 18 ans, où il y a vraiment un ensemble de voix complètement chaotiques. Et Mika Levy avait travaillé aussi ce même genre de texture, et pour le coup c'était une référence directe qui nous parlait grave, et cette espèce d'ensemble de voix complètement chaotique. Donc voilà, il y a quelques petits parallèles quand même avec ce film, qui est d'ailleurs dans mon top 4 Letterboxd. C'est un de mes films préférés. Il est tellement mystérieux et tellement dur à résumer en même temps. Non, j'ai l'impression, quoi. Faut juste le vivre, quoi. Il y a plusieurs trucs intéressants du coup à détailler, je pense. La première chose, c'est qu'on a fait donc une interview avec Sébastien, qui a énormément mis en avant votre sens du tempo. Notamment dans des scènes qui sont à la fois des scènes horrifiques, mais qui ont aussi une résonance comique. Je pense notamment à la scène, on spoil un tout petit peu, il y a un accident de voiture très tôt dans le film, il se passe des trucs assez horribles, et en même temps, c'est la touche Evil Dead, un truc assez rigolo. On met souvent dos à dos enfin pas vraiment dos à dos d'ailleurs, face à face, la comédie et l'horreur. Là pour le coup on y est complètement, vous contribuez à écrire à la fois la comédie et l'horreur. Dans cette séquence, je trouve qu'elle est vraiment hyper représentative de votre travail. Et la deuxième chose, c'est que dans le film, du coup, vous avez aussi créé cette toolbox, on va l'appeler comme ça. Et j'aimerais bien savoir quelles contraintes vous vous êtes mis et de quoi vous êtes parti pour établir un peu la direction artistique de cette BO-là. Pour le coup, il y avait une palette beaucoup plus large que Vermine, parce que forcément, il y a l'héritage des premiers films. Il y a beaucoup de personnages, des personnages qui changent de personnalité au cours du film. Donc il y a vraiment le lore d'Evil Dead à respecter, en même temps apporter notre touche personnelle. Sébastien adore le travail des cordes, le travail du bas, de la basse, de la contrebasse. En fait, il est vraiment amoureux de la contrebasse, donc on s'était dit évidemment il faut qu'on utilise ces instruments-là et qu'on arrive à les twister. Et tout en restant très différent de Vermine. Pour le coup, Vermine, on était sur des sons très petits, très aigus. Là, on voulait justement aller vers quelque chose de plus massif, d'aller le plus grave possible. Et très aigu, c'était vraiment on a été chercher l'espace, quoi. Ouais, c'est ça, pas de médium. On laissait la place. Et vraiment d'aller chercher les notes les plus graves de contrebasse. On voulait vraiment un truc démoniaque, plus des voix complètement dissonantes, en fait, parce que les esprits dans Evil Dead rôdent constamment autour des personnages. Le personnage d'Alice est constamment hanté par tout ce qui l'entoure. Il y a vraiment une espèce de pression, d'une claustrophobie à faire ressentir. Il y avait l'aspect religieux aussi. Ouais, Sébastien a vachement insisté là-dessus. Religieux sans être connoté religieux. C'était ça qui était un vrai challenge. Du coup, ça, vous l'avez fait, cette partie-là, vous l'avez aussi travaillé en dirigeant un orchestre. C'était une première. Ouais, pour les chœurs, ouais. Ça fait
Ça fait bizarre. Et bah ouais, c'était Est-ce qu'on l'expérience. sent un peu hollywoodien? Un petit peu quand même, Un petit ouais, peu. c'est clair. Il y a toujours le petit frisson, et puis c'est le goal ultime, quoi, quand tu fais de la musique de film. Et là, pour le coup, ouais, on a enregistré des chœurs, un ensemble de 24 chœurs, Ouais. euh, avec la participation de Jean-Stéphane, qui est un arrangeur, orchestrateur, avec qui on s'est vraiment bien entendu, et qui a tout de suite compris notre musique et ce qu'on voulait faire. Donc c'était un épisode hyper agréable, qui arrive tardivement dans le processus, mais qui est vraiment extrêmement gratifiant quand tu mets enfin ça sur les images. Et parallèlement à ça, on a travaillé avec des voix à droite à gauche, notamment avec un chanteur de métal qui s'appelle Julien Casarino de Psych Up. Absolument dingue, c'est fou d'écouter juste ces pistes tout seul, c'est vraiment très particulier, quoi. Ouais, il y a une particularité en fait de faire des cris, mais à des notes très haut perchées, et de crier vraiment de façon harmonique, quoi. Donc ça, c'est pour l'intégrer au chœur, c'était vraiment Il a pu l'élément harmoniser la idéal. chorale. Et pour amener le côté démoniaque et un peu saturé qu'on recherchait. Ça, C'est marrant parce que ce que tu décris, c'est exactement ce que tu entends quand tu l'écoutes. Et en même temps, ça te surprend quand même. Ouais. Il y a vraiment ce truc-là. Tu penses imaginer ça, et c'est encore autre chose. C'est ça, Ouais, mais en mode genre, ah waouh. Ouais, tu peux penser que c'est une scie circulaire sous autotune et tout, mais c'est non, c'est bien un humain qui. Ça qui aussi, fait c'est une cette bonne là. définition. Ah ouais, je pense que ça lui correspond bien. Et Julia, Ouais. Et Julia, Jérôme, bien sûr, ouais. qui a fait toutes les voix solo, entre guillemets. Ouais, au perché. Ouais. Beaucoup de textures, de voix. Je pense que c'est la personne la plus présente sur Ouais. ce score. Elle est partout. il y a vraiment une notion de, justement, dans cette recherche de déshumanisation, il y a aussi une notion d'accident, en fait, dans les prises. Ce qui est intéressant, c'est de voir, en fait, à quel moment la voix, qui est en pleine possession de ses moyens, vient un peu se tromper. Ouais. Et de comment on exploite ça, parce que c'est vrai que quand on l'écoute en solo, on se rend compte que c'est dans ces erreurs-là que, quelque part, on perd un peu la trajectoire. Ouais, humaine. et après, j'ai l'impression aussi que Julia, par exemple, c'est qu'elle maîtrise tellement que elle arrive à t'amener à des endroits qui pourraient être... Enfin, c'est pas des erreurs, c'est vraiment, elle arrive à jouer avec la justesse, à aller chercher quelque chose qui est... Je parle surtout pour moi, les erreurs. Non, pour toi, c'était très bien aussi. Mais c'est pas une question d'erreur ou quoi, c'est presque une question d'acting, en fait. Mais par contre, on va chercher les limites, les endroits où c'est l'accident. Ouais, la fragilité. Ouais, non, il y a une notion presque d'acting, en fait, où on a fait beaucoup d'enregistrements, on montrait les images. Bon, alors des fois c'était compliqué parce que je trouve que c'était vraiment sur les pires scènes du film, quoi. Donc faut être un peu près, mais il y a vraiment un truc de sentir le mood et de jouer avec, quoi. Il y a vraiment un truc de jeu d'acteur presque, quoi. Et puis beaucoup de choses sont faites vraiment à l'image, quoi. Donc c'est peut-être ça le rythme aussi qui fonctionne entre la musique et le tempo du film, c'est que on s'auto-alimentait sur le tempo quand même. C'était des demandes qui nous ont faites à des endroits où est-ce qu'on pouvait envoyer des choses pour un peu rythmer la scène, voir à quel tempo quelque part on l'abordait nous. Et c'est vrai qu'on a pas mal échangé sur ça, parce que je crois que tu disais que Seb, il avait parlé du rythme lui, il le dit autrement, il dit que vous êtes très fort. et que du coup, il pouvait s'appuyer sur vous, mais c'est intéressant. C'est intéressant aussi de dire c'est pas une question de modestie, c'est qu'on se rend compte que sur toute cette phase de post-production, qui est encore une phase d'écriture, entre le montage, entre la composition, etc., il y a eu un vrai travail d'équipe, et pas seulement entre Sébastien et vous, mais aussi avec le sound design. Enfin, je veux dire, il y a énormément de sound design. Je pense qu'on peut dire son nom, c'est César. Ouais, César Mahmoudi. Mais en tout cas, il y a le mixeur. Et Maxime au montage aussi. Maxime Caro. Avec qui on a d'ailleurs énormément travaillé au début. Puisque c'était lui qui montait la première version, et donc on était vraiment en échange tous les jours, on se parlait tout. On se rend pas forcément compte que changer une seconde de montage, ça change aussi toute l'écriture de la musique, etc. Donc il y a un vrai travail collectif, et du coup on comprend aussi mieux pourquoi Sébastien a insisté pour ramener son équipe. Comme on parle de Sébastien, une petite idée qui me vient pour la suite, il nous a conseillé pour le Cheese, Green Room de Jérémy Saulnier, qui est déjà un film qui citait pour Vermine, je pense pour son côté un peu âpre. On suit un groupe de rock en galère qui va aller jouer dans un bunker de néo-nazis pour boucler sa tournée. C'est pas bien, faut pas le faire. Ils assistent à un truc qu'ils auraient jamais dû voir, et c'est la merde. Dans ce film que j'ai rematé, il y a finalement pas beaucoup de musique.
En revanche, Il y en a un peu tout le long, quoi, mais c'est beaucoup de nappes, beaucoup de choses. ils sont pas très présents, mais en Non, tout cas, la ouais, musique fait ouais, vraiment ouais, corps ouais, ouais. avec l'action. Et justement, je pense que ça rejoint un petit peu ce qu'on disait. Il y a vraiment une volonté de faire bloc. Et il y a un vrai truc de rythme. C'est-à-dire, au plus on met de la musique, Ouais. presque c'est pour créer une espèce de synergie entre tout le monde, quoi. En revanche, il y a aussi des séquences de musique qui sont inhérentes à l'action. Et ça, dans Evil Dead, des chansons, finalement, il y en a plein qui viennent teinter le récit. Et il y en a plusieurs qui sont françaises, notamment. Et ça, dans la saga, c'est plutôt une nouveauté. Ouais. C'est clair, ouais. Comment vous avez travaillé là-dessus et si ça vous fait réagir, n'hésitez pas. Bah ça, c'est un peu l'ADN de Sébastien, quoi, d'utiliser des synchros, des sons qui kiffent, qui font vibrer. Donc c'était un peu la même mécanique que Vermine, mais là, il y avait en plus cette volonté, pour le coup, étant donné qu'on était dans un film de studio américain, d'apporter une vraie touche française et Et accompagner Alice, qui est un personnage français aussi. Ouais, joué par Souheila Yacoub. Et pour le coup, oui, il y avait toute cette résonance à faire vivre dans le film. Par rapport à la gestion à la fois de cette synergie entre la musique et le rythme de l'image, et aussi comment là-dedans tu intègres la place de la musique qui joue dans l'action, en fait, puisque là, dans le film, on suit un groupe. Dans Evil Dead, il y a plusieurs mentions, il y a plusieurs moments où il lance des chansons dans l'action, notamment pour les obsèques. Enfin, voilà, il y a tout un tas de chansons qui viennent nourrir le récit, qui sont inhérentes à l'action. Ouais. Ça, c'est des choix vraiment de Sébastien. Nous, on les suit, on en discute avec lui, mais on est complètement indépendant de ça. C'est des choses qu'il y a presque déjà au script, et même là-dessus, Seb dessine énormément, donc il nous montre souvent des storyboards. Enfin, tout est assez millimétré. Je pense qu'il s'il pouvait dessiner chaque plan du film, il le ferait, quoi, mais c'est juste qu'il n'a pas le temps. Mais donc il a une vraie vision rythmique du film, quoi. C'est vraiment presque une partition déjà à part entière, et on a juste à s'intégrer, à suivre le flow, parce que même dans le montage, il cherche toujours un montage très musical. Dans Vermine aussi, il y avait beaucoup d'éléments rythmiques pour passer d'une scène à l'autre. Donc nous, vraiment, c'est un régal de bosser là-dessus, parce qu'il y a déjà énormément d'indications, quoi. Quand même une nouveauté par rapport à Vermine, c'est que au-delà des chansons qui sont inhérentes à l'action, il y a une chanson qui vient écrire la suite de l'histoire d'une certaine manière, sans trop spoiler, mais vous avez fait une chanson avec Chila pour le générique de fin, et cette chanson, elle vient nourrir la narration aussi d'une certaine manière, puisque elle nous raconte presque l'après. Ouais, c'est ça. Mais Seb tenait vraiment à ce que ça fasse partie intégrante du film, que ce soit pas juste un générique, le film est fini, on passe complètement dans autre chose. Il voulait vraiment l'intégrer à l'histoire de son personnage principal. Et c'est pour ça que très vite, il a demandé à Chila d'aller voir le film, il a organisé une projection. Seb est venu avec nous en studio, on a beaucoup parlé de ce qu'on voulait faire transparaître d'abord à l'image et ensuite sur ce générique, quoi. Enfin, même quand le film est terminé, il veut quand même rattacher à l'histoire. Et même nous, dans notre approche de ce son, qui est pour le coup plus délire hip-hop, on a fait en sorte de rajouter tout plein d'éléments que tu peux retrouver dans le film avant, des espèces de clins d'œil à des thèmes, vraiment les textures sonores, les cuivres, les cordes. Donc vraiment, c'est pour tout englober et que tout soit cohérent, quoi, du début à la fin. C'est hyper intéressant. Très bien. Et ben, on va terminer avec votre choix. Ouais. Le poulet crispy, comme on aime à l'appeler par chez nous. Et vous avez choisi Smile 2 de Parker Film, qui est sorti en 2024. Merci pour le nom du réal. Je suis pas sûr de l'avoir encore. J'étais là pour te baquer, t'inquiète. On suit une vedette de la pop music qui essaye de se refaire une petite image après un accident de bagnole. Ouais. Et elle relance sa tournée, et très rapidement, elle est hantée par une espèce d'entité qui vient pour la posséder et qui a un sourire un petit peu dégueulasse. Pourquoi vous avez choisi ce film-là et qu'est-ce qu'il raconte de votre expérience d'Evil Dead, du coup? Déjà, on l'a vu à un moment où on était, ou revu à un moment où on était en train de réfléchir à la musique pour Evil Dead. Ce qui était, déjà le film, il marche de ouf. Il est hyper visible pour plein de gens différents, je pense.
Ouais, Et, il ouvre pas mal de portes, même ceux qui sont pas spécialement fans de films d'horreur. J'ai l'impression que tu peux quand même kiffer. Bah, après, il est très hardcore. Ouais, il y a un peu hardos quand même. Hein. ouais, mais le thème, la pop star et tout, il y a un C'est truc vrai qui parle à plein de gens. Il y Je avait pense un que c'est truc assez dans actuel, l'incarnation, ouais. Il y assez avait un truc dans moderne. l'incarnation. Ça tombait à un moment où on parlait beaucoup de la santé mentale des Ouais, pop stars et ouais, tout. donc le mélange, il est intéressant. Le score, il est fou. Bah ouais, c'est surtout c'est le score qui est fait par un compositeur qu'on adore, qui s'appelle Cristobal Tapia de Ver, qui est un espèce de petit génie qui va un peu comme nous énormément s'amuser. Enfin, j'aurais pas la prétention de me comparer à Cristobal Tapia de Ver, mais en tout cas, il y a une approche qui est un peu Différente. aussi ludique, où il va prendre des voix, s'amuser à les pitcher, à jouer avec sur des pads. Vraiment pour dénaturer au plus possible la source principale, mais tout en restant hyper organique, quoi. Et dans le cadre de Smile 2, il y a vraiment cet univers de pop star qui petit à petit perd complètement la raison à cause de son sort qui lui a été jeté au début du film. Ouais, mais sa Et- musique se transforme. Il y a Ouais, carrément... et lui, il accompagne cette transformation divinement bien avec ses... Il y a 1000 idées en fait dans ce film et vraiment j'adore. Et il se trouve que c'est le compositeur qui a fait la BO de White Lotus, qu'absolument tout le monde a repartagé dans tous les sens. Les 3 premières saisons, du coup. Ouais. Ah ouais. Parce qu'en plus, il y a quand même ce truc hyper gratifiant de faire évoluer la bande originale à chaque fois. Mhm. Où, en temps normal, sur une série, on se dit, bah non, on va garder le générique et tout. Alors lui, t'en sors un à chaque fois. Ouais. Et à chaque fois, ça strike. Donc, non, il est impressionnant pour ça. Et surtout, ce qu'on se disait en off, c'est des personnages qui sont assez intrigants, parce que déjà, on les sent très libres. Ouais. Et en même temps, ils ont une identité très forte. Ouais. Et surtout, ils ont une identité très forte qui les amène à aller dans des endroits qui sont très différents. C'est ça, complètement. Et c'est vrai qu'on a tendance à mettre un peu certains Oui, artistes touche à plein de dans styles, certains ouais. endroits. Et en fait, ces gens-là te montrent que tu peux aussi t'insérer dans plein de projets différents avec plein d'énergie et de dynamique hyper différentes. Pour rebondir là-dessus, en fait, moi, ce que j'aime dans ce choix, puisqu'on en a beaucoup parlé au moment où Smile 2 est sorti, c'est que vous aviez, je pense, un brief de base qui était un peu similaire. Et en fait, c'est hyper intéressant de voir quelle direction différente vous avez prise à partir de ce truc-là, justement, à la fois ce délire de possession, de perte de la raison, de comment une entité démoniaque s'empare de toi, et de comment, justement, tu tords un peu cette humanité à travers la voix et tout. Et c'était trop intéressant que ce film arrive dans votre processus. Ouais, il est arrivé assez tôt, heureusement, parce qu'on n'a pas pris cette voie-là. On a vu, ce qu'il avait fait, c'était vraiment super de ce point de vue-là, justement, le côté électronique et digital du travail des voix. Ouais, il utilisait pas mal d'autotune et tout sur les voix et tout, donc il y avait un autre type de déformation. Et on s'est dit, ok, c'est trop bien fait là-dessus, nous, il faut surtout pas qu'on touche à ça. Et on était en plus dans une démarche plus chorale et plus analogique. C'est-à-dire que nous, on cherchait à ce qu'on entende bien les voix, qu'elles soient pas digitalisées, qu'elles soient plutôt découpées, déplacées, mais qu'elles soient jamais transformées d'un point de vue digital. Ouais, c'est de la saturation. Outrance, mais, voilà. Et là, c'est très digital, mais c'est normal parce que c'est moderne, c'est de la pop, et on va aller vers The Weeknd dans les recherches de son qu'il veut, quoi. Mais ouais, je pense que c'était une première recherche qu'on avait fait quand même. Donc quand on a entendu la sienne, on a fait bon, ok, on arrête cette piste. Qu'est-ce qu'on vous souhaite pour la suite de films d'horreur? Est-ce qu'on a envie d'en faire toujours plus? Est-ce qu'on a envie d'explorer d'autres trucs? Qu'est-ce qui se passe là, à une semaine de la sortie, on a envie de se projeter sur quoi? Bah écoute, ce qui est cool, c'est que on a des propositions pour des films assez différents. Nous, on a envie d'aller aussi explorer un peu d'autres choses, forcément. Pourquoi pas mettre un pied dans la comédie. Après, les films d'horreur, c'est tellement un terrain de jeu avec une liberté folle où tu peux te permettre d'être vraiment maximaliste, radical dans ton approche que c'est la meilleure cour de récré, quoi. Et évidemment, on a envie de continuer là-dedans parce qu'on s'éclate à le faire et que forcément, les projets qui se présentent sont toujours un peu de près ou de loin du côté de l'horreur, quoi. Donc, on a envie évidemment de continuer aux États-Unis, d'aller explorer un peu l'expérience était agréable. L'expérience des studios, franchement, c'était. On voit que finalement, on préserve cette liberté et que c'est pas du tout une barrière. Au contraire, c'est le terrain de jeu est quand même tout aussi libre. Donc,
Après, on verra. Et puis un plus gros film de Seb, quoi. Ouais, Pas le prochain qui nous mette une évidemment, évidemment, mais Seb réserve toujours plein de surprises, donc on attend de voir quelle sera la prochaine. Mais il y en a quelques-unes qui se dessinent en tout cas. Pourquoi on n'est pas surpris? Mhm. Eh ben très bien. Merci beaucoup en tout cas. C'était Double Danger, donc les compositeurs de Evil Dead Burn en salle le 8 juillet. C'était Vidéo Club Sandwich et à très vite.